Plus il approche, plus l'enquêteur n'en croit pas ses yeux. Là, dans les feuilles mortes, se trouve une bicyclette. Elle est bleue, elle est de la marque Schwinn, mais ce qui a vraiment attiré son attention, c'est que le vélo n'a pas de réflecteur. Immédiatement, le policier passe un appel radio au central. Il semblerait qu'il ait trouvé l'engin grâce auquel un mystérieux inconnu sème la mort dans les rues de Quincy. Et si c'est vrai, il est à deux doigts de résoudre l'un des meurtres les plus horribles qu'ait connu cette petite ville de l'Illinois. Quincy n'est pas une ville qui fait souvent la une des journaux. Au 19e siècle, c'était un vrai hub international, avec des trains en partance pour les quatre coins des États-Unis et un port longeant les berges du Mississippi. Puis le commerce des fourrures s'est effondré et la ville s'est vidée à vitesse grand V. Ensuite, après la guerre de 7 ans, Quincy est devenue une réserve indienne. Et finalement, la guerre de l'indépendance en a fait une ville de l'État de l'Illinois. Encore aujourd'hui, si vous vous baladez dans les rues de Quincy, vous pouvez voir des bâtiments datant de ces âges dorés. Mais bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a à regarder. En 2020, la ville ne comptait que 39 000 habitants. On est donc loin, mais très loin d'une mégalopole telle que New York ou Chicago. Quincy, c'est une petite ville tranquille, qui a l'avantage d'être 56% plus sûre que le reste des États-Unis. C'est pourquoi, quand une habitante est abattue sans pitié, c'est toute la communauté qui est sous le choc. Le 23 février 2023, Bill Postle reçoit un appel pour le moins inquiétant. À l'autre bout du fil, c'est Tim Bliffnick, l'ex-mari de Becky, sa plus jeune fille. Tim est complètement paniqué. Becky était censée passer récupérer leurs 3 fils, mais depuis le matin, elle n'a pas donné de signe de vie. Tim lui a envoyé des SMS, pas de réponse. Il l'a appelé, toujours pas de réponse. À ce stade, il ne sait plus quoi faire. Il décide alors de se tourner vers Bill, le papa de Becky. Peut-être qu'à lui, Becky daignera répondre. Après tout, la relation entre Tim et son ex-femme n'est pas au beau fixe. Si ça se trouve, elle souffle juste le chaud et le froid pour lui taper sur les nerfs. Bill n'hésite même pas une seconde. D'accord, Tim et Becky ne possèdent pas la meilleure entente du monde. Mais Bill sait très bien que Becky ne manquerait jamais un rendez-vous avec ses fils. Lui aussi prend son téléphone et appelle Becky. Mais rien. Ses appels restent sans réponse. En bon papa ours, Bill n'hésite même pas une seule seconde. Il prend ses clés et fonce chez Becky, au 2500 Kentucky Road. Grâce à l'un des jeux de clés, le père entre sans problème dans la grande maison d'inspiration victorienne. L'homme est accueilli par un silence glaçant. Il n'entend ni la voix claironnante de Becky, ni même le bruit d'une mouche. À cet instant, Bill sent son cœur se nouer dans sa poitrine. Il avait un mauvais pressentiment, là, il est certain que Becky ne va pas bien. Et malheureusement, son intuition se confirme. À l'étage, dans la salle de bain de la chambre parentale, Bill découvre une scène qu'il n'oubliera jamais. Becky, sa petite Becky, est allongée sur le sol de la salle de bain. Elle baigne dans une véritable mare de sang. Sans hésiter, Bill compose le 911. Malheureusement, il est déjà trop tard. À 41 ans, Becky Bliffnick a quitté ce monde. Tous ses proches sont sous le choc. Et, comme eux, la petite communauté de Quincy tremble de peur. Je vous l'ai dit en introduction, à Quincy, il n'y a presque pas de crimes violents. Forcément, le fait qu'une infirmière travaillant au Blessing Hospital et mère de 3 enfants soit abattue chez elle, ça jette un froid. Arrivée sur les lieux, la police découvre un véritable carnage. Becky a reçu pas une, pas 2, mais 14 balles de 9 mm. Dans un mur, les enquêteurs retrouvent une 15e balle. Apparemment, 14 coups de feu n'étaient pas assez. Dans sa folie, le tueur a voulu asséner un 15e coup, mais a raté sa cible. Ce n'est pas le pire. À l'autopsie, les médecins légistes découvrent que la pauvre Becky n'est pas morte sur le coup. Pendant plusieurs longues minutes, elle a agonisé, seule, dans le noir. Incapable de bouger et sans doute morte de peur. Je crois que c'est l'une des morts les plus tristes qu'il soit. Pour la police, il devient urgent de retrouver ce monstre. Qui sait s'il n'a pas déjà une autre victime dans son viseur.
Becky Bliffnick, une jeune femme de 41 ans, a été brutalement assassinée chez elle. C'est son père qui a découvert son corps étendu dans la salle de bain de sa maison. Comme si le niveau d'horreur n'était pas suffisamment élevé, Becky a été exécutée et a reçu 14 balles tirées à bout portant. À présent, c'est au tour des autorités de tenter de résoudre cette affaire absolument immonde, mais qui ne s'avère pas aussi simple qu'il n'y paraît. Le jour même, la police de Quincy se met en quête d'indices. Pendant que des officiers explorent la maison de Becky, d'autres policiers vont interroger le voisinage. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux équipes font mouche. Chez Becky, très vite, la police retrouve une traînée d'indices. Vraiment, c'est comme dans un très célèbre conte pour enfants où les miettes de pain indiquent le chemin. Ils n'ont qu'à suivre les traces pour comprendre comment le tueur a commis son acte ignoble. En faisant le tour de la résidence, les policiers remarquent qu'une chaise en fer a été déplacée à côté du patio. L'assassin s'en est servi pour monter sur le toit du rez-de-chaussée et a ensuite marché jusqu'à la fenêtre de l'une des chambres pour enfants. Là-haut, il l'a déverrouillée avec un pied de biche et s'est invité chez Becky. Sur le rebord de la fenêtre, la police retrouve des traces laissées par cette effraction. Par la suite, le criminel a calmement avancé jusqu'à la porte de la chambre de Becky. Une fois face à celle-ci, il l'a enfoncée avec une rage indescriptible. Tout le côté du panneau s'est volatilisé. Et sur le sol, les enquêteurs retrouvent des éclats de bois éparpillés çà et là. Surprise par cette agression, la pauvre Becky a saisi son téléphone et composé le 911. Mais vif comme l'éclair, l'agresseur lui a arraché le téléphone des mains et l'a balancé derrière la porte. Au moment où les enquêteurs reconstituent la scène, ils le retrouvent sans peine. En consultant le journal des appels, ils savent avec certitude que l'attaque a eu lieu à 1h11 du matin, car c'est là que Becky a tenté de joindre les secours. Et sur le sol, la police ne voit pas que le smartphone de la mère de famille. Elle retrouve aussi une belle empreinte de chaussures, 8 douilles de 9 mm et des morceaux de plastique blanc et rose. Très vite, la suite du scénario macabre se dessine sous les yeux des enquêteurs. Quand Becky a perdu son téléphone, elle a couru dans la salle de bain pour se cacher. Seulement, son meurtrier ne lui a pas laissé le temps de refermer la porte. Sans aucun état d'âme, il a sorti un 9 mm, a mis un plastique rose et blanc sur l'embout, puis a tiré à 15 reprises. 14 balles toucheront la cible, une seule la ratera. La suite, vous la connaissez. L'assassin a tourné les talons, Becky a rendu son dernier souffle dans la salle de bain. Rien n'a été volé, personne n'a rien entendu. Celui ou celle qui a fait ça avait planifié son coup. La personne avait repéré un moyen d'accéder à la fenêtre de la chambre des enfants. Elle savait aussi parfaitement où se trouvait la chambre de Becky. Le criminel est entré chez elle avec un seul objectif en tête: lui ôter la vie. Ce n'est pas un homicide involontaire, c'est un meurtre de sang-froid et avec 14 balles dans le buffet, difficile de croire que ce n'est pas personnel. Cette hypothèse est rapidement renforcée par les résultats de l'enquête de terrain. Vous vous rappelez quand je vous ai dit qu'une équipe était partie interroger les voisins? Eh bien, ces policiers ont fait des découvertes stupéfiantes. Et pour ça, ils n'ont même pas eu besoin d'aller très loin. Juste à côté de la maison de Becky se trouve la résidence des Hyman. Après que leur voiture a été vandalisée, monsieur et madame Hyman ont installé une caméra de surveillance dans leur allée. Coup de bol, c'est aussi le chemin qu'empruntent les personnes qui se rendent chez Becky. 24 heures avant le crime, la caméra a enregistré un homme en train de remonter le chemin qui amène chez la victime. L'image est un peu floue, les traits ne sont pas visibles. Cependant, les enquêteurs sont sûrs de plusieurs choses. C'est un homme de race blanche et qui porte des lunettes. Alors oui, je sais, ça représente une très grande proportion des Américains. Mais bon, à ce moment, c'est tout ce qu'ont les inspecteurs. Ils ne vont pas faire les difficiles. Surtout qu'en regardant les enregistrements, ils réalisent que les agissements de l'homme ne sont pas naturels. La veille du crime, vers 5h du matin, le mystérieux inconnu se rend chez Becky. 48 minutes plus tard, il sort de l'allée et disparaît dans la pénombre. Qui erre dans des rues inconnues à 5h du matin? Personne. En tout cas, très peu de gens. Le plus effrayant, c'est que ce n'est pas la première fois que les Hyman observent un tel comportement. Le 14 février, soit 9 jours avant le meurtre, le même homme est aperçu sur la caméra de surveillance. Ces rues ne lui sont peut-être pas si inconnues que cela finalement. D'ailleurs, le jour même, Madame Hyman appelle Becky pour la prévenir qu'un homme rôde près de chez elle.
Et devinez quoi? Becky lui aurait affirmé entendre des bruits dans sa cour arrière. Paniquée, elle s'était enfermée à double tour, mais n'avait pas appelé la police. Avec du recul, les Hyman, comme les policiers, se disent que le meurtrier était sans doute en plein repérage. Ça expliquerait pourquoi le jour de l'attaque, il a su exactement comment entrer chez Becky sans éveiller les soupçons. Le bon côté, c'est que s'il est venu à plusieurs reprises, il y a de fortes chances pour que son véhicule ait été repéré ou enregistré. Alors, est-ce que la police va identifier son véhicule? Oui, mais ce n'est pas ce que vous croyez. L'homme n'a pas de voiture ou de moto, non. Il se déplace à vélo. En observant les vidéos d'une autre maison et celle de la station de bus de Quincy, les forces de l'ordre remarquent un individu chevauchant un vélo. Oui, cela paraît curieux dit comme cela, surtout lorsque l'on connaît le contexte. Le meurtrier se déplace à bicyclette. C'est moins facile à pister qu'une voiture, ceci dit. Et la situation comique se transforme en casse-tête pour les enquêteurs. Là encore, la qualité des enregistrements ne permet pas d'identifier la marque ou la couleur du vélo. Le seul signe distinctif qu'il est possible de constater, c'est que le vélo n'a pas de réflecteur au niveau des roues. Un réflecteur, c'est ce petit accessoire qui s'accroche au rayon des roues du vélo. Son rôle est de renvoyer la lumière lorsqu'il est, par exemple, éclairé par les phares des voitures. En gros, c'est pour être vu lorsque vous pédalez la nuit ou dans des zones peu éclairées. Cet homme tenait vraiment à passer inaperçu, quitte à se mettre en danger. Malheureusement, encore une fois, la qualité de la vidéo ne permet pas d'en savoir plus. Il n'y a aucune image exploitable du visage du cycliste, ni du vélo. Malgré tout, les policiers sont sûrs qu'il s'agit de l'individu qui errait autour du domicile de Becky. Pourquoi? Parce que ces apparitions coïncident parfaitement avec celles du mystérieux homme à lunettes. À chaque fois que l'inconnu était enregistré dans la ruelle de Becky, quelques minutes plus tôt, les caméras enregistraient le cycliste en train d'aller dans cette direction. Quand les enregistrements des Hyman confirmaient le départ de l'homme, quelques minutes après, le cycliste apparaissait en train de quitter les lieux. Les chronologies s'alignent trop parfaitement pour qu'il s'agisse d'un hasard. Entre ça et la traînée d'indices retrouvés chez Becky, la police ne doute plus une seule seconde qu'il s'agit du tueur au sang-froid. Et pour planifier un tel crime, clairement, l'assassin connaissait la victime. Le souci, c'est qu'à ce stade, la police n'a aucune idée de qui aurait pu en vouloir à Becky au point de lui ôter la vie. Et puis, l'un des enquêteurs va frapper à la porte de Sarah Riley. Le tueur au vélo. Voilà le suspect que la police recherche à présent. Le seul problème, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, de reconnaître l'homme qui se tient sur ce mode de transport étonnant pour un meurtrier. Son vélo non plus, il n'est pas possible de remonter à lui. L'enquête va avoir besoin d'un coup de pouce. Et cela tombe bien parce que la police se rend chez Sarah Riley. Sarah Riley est la sœur aînée de Becky. Mariée à Brett Riley, elle s'est installée à New York avec son mari. Et au moment du crime, les tourtereaux étaient en pleines vacances. Le 23 février 2023, alors qu'elle s'apprête à aller peaufiner son bronzage, son téléphone sonne. À l'écran, c'est le nom de sa mère, Bernadette Possel, qui s'affiche. Au début, Sarah se dit que sa maman l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Oh que non. En 30 secondes, son monde s'écroule. Becky n'est plus là. Sa petite sœur a définitivement quitté cette terre. En quelques heures, Brett et elle font leurs valises, rentrent à New York, puis reprennent la route pour Quincy, dans l'Illinois. Selon les propres dires de Sarah, c'est un cauchemar réveillé. Chaque matin, elle ouvre les yeux et se rend compte que quelqu'un lui a pris sa petite sœur. Sauf qu'à la différence des enquêteurs, elle sait exactement qui a fait le coup. Pour Sarah, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est Tim, l'ex-mari de sa sœur, qui est derrière tout ça. Depuis quelques années, l'amour entre Becky et Tim avait été remplacé par une haine virulente, du genre qui suinte par tous les pores de la peau et ressort à chaque fois que les deux se croisent. Pourtant, au début, tout avait bien commencé. Alors qu'elle est encore étudiante à la Quincy University, Becky rencontre Tim Bliffnick, lui aussi étudiant. Il est grand, il est brun, il la fait rire. 2 ans après avoir obtenu leur diplôme, Tim et Becky se mettent ensemble. Ils finissent par vivre sous le même toit et se marient en 2010. Peu de temps après, Becky quitte son poste de commercial pharmaceutique pour prendre soin de son foyer. Tim, quant à lui, travaille dans le recyclage pour faire rentrer de l'argent. Et vu que les Bliffnick ont rapidement 3 enfants, chaque dollar compte. Pendant les 5 premières années de leur mariage, Becky et Tim flottent sur un petit nuage.
Mais après, les choses changent complètement. Tim cesse d'être un prince charmant et devient un dictateur en herbe. Il est manipulateur, contrôle chacun des mouvements de Becky et attend de sa femme qu'elle fasse tout à la maison. Et la situation s'aggrave quand Becky décide de reprendre ses études pour devenir infirmière. Les enfants ont moins besoin d'elle, et avoir une vie en dehors de son foyer lui manque. Un époux normal aurait soutenu sa femme. Tim met des bâtons dans les roues de la sienne. Chaque fois que Becky rentre des cours, elle a droit à des remarques virulentes de son conjoint. Et bien sûr, hors de question pour Tim de prendre le relais avec les enfants quand Becky doit faire des gardes. Malgré tout, Becky s'accroche. Après 3 ans, elle obtient son diplôme d'infirmière et se fait embaucher par le Blessing Hospital. Quand Becky se remet à avoir une occupation professionnelle, la tension monte dans le foyer. Les remarques déplacées et les coups bas sont fréquents, tellement qu'un jour, Tim n'hésitera pas à humilier sa femme en public. Dites-moi, est-ce que vous connaissez l'émission Family Feud ? C'est la version américaine d'une famille en or, mais avec Steve Harvey comme présentateur au lieu de Benjamin Castaldi. Et je vous assure que niveau charisme, cela n'a rien à voir. Il n'y a qu'à regarder le déroulé de la carrière de ces deux personnes. Un jour, Tim a la chance de participer à cette émission avec sa famille. Et quand Steve Harvey lui demande quel est son plus grand regret, il donne une réponse assez choquante. Face à la caméra, il rit et dit « Chérie, je t'aime, mais c'est d'avoir dit « je le veux ». Vous imaginez bien que cette blague n'a pas plu du tout à Becky et à ses proches. Et vous savez le plus fou là-dedans, c'est que ces propos étaient la deuxième réponse la plus citée par le panel de Family Feud. Chers amis, hommes ou femmes, si vous êtes si malheureux dans vos mariages, divorcez. Aucun besoin d'humilier, de tuer ou démembrer un conjoint. Pour en revenir à Becky et Tim, leur union est un désastre. Mais le vrai cauchemar commencera en janvier 2021, quand après 11 ans de mariage, Tim finit par demander le divorce. Tim Bliffnick, le mari de Becky Bliffnick, cette maman tuée sauvagement chez elle, est une ordure. Il n'a pas hésité à humilier une personne devant l'Amérique entière, simplement pour satisfaire un ego surdimensionné. Mais à la limite, être une ordure n'est pas illégal. Assassiner quelqu'un, en revanche, oui. Et la police commence à le suspecter sérieusement. D'ailleurs, les enquêteurs s'intéressent à l'histoire du couple, et ils découvrent que Tim est celui qui a sollicité le divorce. Dans sa demande de divorce, Tim dit de Becky qu'elle est en permanence stressée et n'a aucune patience avec les enfants. Pour Sarah, la sœur de la concernée, ce sont des histoires. Encore un mensonge à rajouter à la longue liste des affabulations de ce menteur patenté. Selon elle, le problème est que Tim n'avait plus aucun contrôle sur Becky. Becky était désormais une infirmière en pleine activité. Son horizon allait au-delà de son mari et de ses enfants. Forcément, il y a certaines choses qu'elle ne tolérait plus. Mais ça, c'est la version de Sarah. Tim, lui, campe sur sa position. Ce dont on est sûr à 100%, c'est que Becky et Tim se battaient sur tous les sujets. Argent, enfants, maison, leur divorce est tout sauf amiable. Il y a des jeux de pouvoir, des insultes, c'est vraiment très laid. Un jour, la situation est tellement grave que Becky envoie un SMS à Shannon Zanger, sa meilleure amie. Il m'a hurlé dessus, il m'a poussé au visage et a jeté des objets dans la pièce. Cela démontre déjà, à ce stade, que les événements prennent une tournure disproportionnée. À une autre amie, Becky dira « Je crois vraiment que Tim a des problèmes de santé. Il devient plus rancunier et imprévisible. » Mais sincèrement, au début, certains pensent qu'elle en fait un peu trop. Les séparations ne sont jamais faciles, et il n'est pas rare que les deux parties en rajoutent. Surtout que, de son côté aussi, Tim ne tarit pas de propos négatifs sur Becky. Il l'a dit manipulatrice. Soi-disant, elle raconterait à tout le monde qu'il avait une liaison, alors que non. Et en plus, elle aurait dit à ses amis qu'il est alcoolique, alors que, selon Tim, ce n'est pas vrai. Le divorce de Tim et Becky ne s'est pas fait dans le respect et la compréhension mutuelle. La situation est tellement dramatique qu'à un moment, Tim a demandé une injonction d'éloignement contre son ex-femme. Selon ses déclarations, Becky serait une vraie harpie. Non contente de le harceler, elle ferait parfois preuve de violence. Pour appuyer ses propos, Tim ajoute même une vidéo où Becky et lui ont une dispute. Sauf que le juge n'est pas convaincu. Il n'y a pas réellement de signes d'abus ou d'éléments pour attester les propos de Tim.
La vidéo n'est absolument pas une preuve. Elle ne montre rien et on pourrait même penser que l'homme a déclenché cette dispute afin d'avoir de la matière devant le juge. C'est donc un coup d'épée dans l'eau du côté de Tim. Plusieurs jours après le refus du juge, Becky envoie un SMS à une amie. « Si quelque chose m'arrive, c'est Tim ». Après Tim, c'est à Becky de demander une ordonnance de restriction. Elle veut être éloignée de son ex-mari car selon elle, Tim rôderait près de chez elle et serait menaçant. Mais là encore, le juge dit non. Toutefois, le tribunal décide quand même de prendre une décision. Enfin. Désormais, ni Becky ni Tim n'ont le droit d'approcher du domicile de l'autre, à moins de devoir échanger les enfants. Dans son ordonnance, le juge exige aussi que Tim remette le 9 mm en sa possession aux autorités. Car oui, Tim possède un 9 mm, le même calibre que celui utilisé pour tirer sur Becky. Et bizarrement, c'est Becky qui lui a fait ce cadeau. Tim a toujours aimé le tir sportif. Du coup, quand leur mariage ne battait pas encore de l'aile, Becky lui avait offert cette arme pour qu'il puisse assouvir sa passion. Tim lit l'injonction de remettre le 9 mm et s'assoit dessus. En gros, il ne rendra pas son arme à la police. Et, encore un hasard, Becky sera tuée une semaine avant que le divorce ne soit traité au tribunal. Tout ça, c'est bien beau, mais ce ne sont que des preuves indirectes. Pour inculper Tim, la police a besoin de plus que des soupçons ou des on-dit. Aux États-Unis, chaque année, 674 000 divorces sont prononcés. Toutes ces personnes ne tuent pas leur ex-conjoint alors même qu'ils ne peuvent plus les voir en peinture. Pour coincer Tim, la police de Quincy a besoin de preuves tangibles et d'un mobile. Le divorce et les mésententes ne sont pas suffisants. Et ça tombe bien. Ils vont rapidement trouver ce qu'ils cherchent. Plusieurs jours après le décès de Becky, une bicyclette bleue de la marque Schwinn est retrouvée dans un tas de feuilles mortes. Et il se trouve qu'il n'y a pas de réflecteur sur ses roues. Mais le plus intéressant, c'est que le vélo a été jeté à quelques mètres de la résidence de Tim. Comme si son propriétaire s'en était débarrassé rapidement avant de rentrer chez lui. C'est ce qui manquait au procureur pour délivrer un mandat de perquisition. Enfin, les policiers ont le droit de fouiller la voiture et la résidence de Tim. Et vous n'imaginez pas à quel point cette fouille sera fructueuse. Chez Tim, la police retrouve une pile de sacs de la marque Aldi. Ce qui met la puce à l'oreille des agents, c'est que ce sont les débris de ces mêmes sacs qui ont été retrouvés à côté du corps de Becky. Et là, j'entends déjà les plus sceptiques d'entre vous. Oui, il n'est pas les seuls à faire ses achats chez Aldi. Mais il y a très peu de chances pour qu'un autre homme fasse ses courses chez Aldi, connaisse Becky et ait recherché sur Google comment faire un silencieux maison. Car oui, en fouillant le téléphone de Tim, les policiers tombent sur des requêtes telles que comment ouvrir une fenêtre avec un pied de biche, comment faire un silencieux maison, comment nettoyer la poudre à canon de ses mains. Des recherches tout à fait normales, effectuées par vous, moi et le reste du monde avant d'aller nous coucher. Non, bien entendu, c'est extrêmement incriminant. Par la suite, les enquêteurs se rendent aussi compte que Tim Bliffnick a un faux profil Facebook. Sous le pseudo John Smith, il a recherché un vélo à vendre sur Facebook Market. Et devinez quel article il a regardé plusieurs fois ? Une bicyclette bleue de la marque Schwinn n'ayant plus de réflecteur sur ses roues. Tim a passé un temps fou à planifier son meurtre. Apparemment, il ne s'est pas donné autant de mal pour effacer ses traces. Chez Tim, les enquêteurs retrouvent un pied de biche et surtout, ils mettent la main sur des dizaines de douilles vides. 27 d'entre elles seront formellement identifiées comme ayant été tirées par l'arme ayant pris la vie de Becky. Et rien de plus simple pour ça. Chaque arme laisse une empreinte unique sur les douilles. Le canon creuse des petites rayures propres à lui. Et la police scientifique n'a plus qu'à comparer ces marques avec le canon de l'arme pour déceler une correspondance. Pour les inspecteurs, c'est plus que suffisant. Ils ont un motif et plus de preuves que nécessaire. Le 13 mars 2023, Tim Bliffnick est inculpé du meurtre avec préméditation de son ex-femme. Le 11 août 2023, il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. À aucun moment, Tim Bliffnick n'a exprimé de remords. Et jusqu'à présent, il continue de crier son innocence sur les toits, en passant même à la télévision américaine. Les 3 enfants du couple, qui n'avaient que 5, 10 et 12 ans au moment des faits, sont désormais orphelins. En abattant froidement leur mère, leur père leur a volé leur enfance. Vivant actuellement avec les parents de Becky, les 3 garçons se reconstruisent loin des caméras.
Voici pour cette histoire assez sordide. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez famille en commentaire. Si vous avez aimé que je vous raconte cette affaire, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la chaîne. Je vous dis à la prochaine et je vous remercie de m'avoir regardé. Bye.